parle, ça fait, vous vous rappelez, depuis un certain mois de mars 2022. Nous sommes en septembre 2024 et nous en parlons avec Jacques Beau, que nous avons toujours plaisir à recevoir. Jacques Beau qui a écrit notamment sur le Proche-Orient l'ouragan, le déluge de l'Aqsa, c'est ça. Et puis sur l'art de la guerre russe. Alors c'est intéressant parce qu'on va parler là de l'Ukraine. L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine en échec. Aux éditions Max Milo, bien sûr. Alors Jacques Beau, justement, il s'est passé 2 mois. On voit ce qui se passe. Alors il y a eu cette... On avait parlé de la contre-offensive, la fameuse contre-offensive qui avait tout, qui allait tout bouleverser, qui n'a pas bouleversé grand-chose. Et puis il y a eu l'attaque sur Koursk. Et puis il y a le bombardement qui continue un peu partout. Et le Donbass, apparemment, on dit que les Russes avancent beaucoup plus facilement même qu'avant au Donbass. Il y a les appuis de l'OTAN, on en parle. Jens Stoltenberg, je rappelle simplement que le 5 juillet dernier, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait donné un aperçu du programme du sommet. Le soutien à l'Ukraine rang de priorité absolue, a dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Je rappelle aussi que le 28 août, le Conseil OTAN-Ukraine s'est réuni à la suite des récentes frappes aériennes russes. Alors les Alliés ont fermement condamné les frappes aveugles et ils ont convenu, je rappelle, de fournir ensemble une aide à la sécurité, une de plus d'au moins 40 milliards d'euros au cours de l'année prochaine, davantage de batteries patriotes, davantage d'avions, etc. Alors, au fond, on a l'impression que il faut que, je disais bien, il faut que tout finisse pour tout recommencer. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? D'abord, peut-être sur le front militaire. Vous prenez un peu, Jacques Beau. Alors, bonjour. Sur le front militaire, eh bien, beaucoup a été dit, mais pour simplifier les choses. Les Ukrainiens, d'abord il faut savoir que si vous lisez d'ailleurs mon livre Guerre et paix qui a été publié en octobre de l'année passée, je parlais déjà d'une offensive possible contre Koursk. En fait, il y avait 3 offensives qui étaient pour la fameuse contre-offensive que vous avez évoquée. Les Ukrainiens avaient 3 directions privilégiées. La direction de Kherson, celle de Zaporozhye et celle qui était située entre Belgorod et la frontière du Bélarus, qui en fait est sur Koursk. Et en fait, si on regardait les rapports de force qui ont fuité par les services de renseignement américains, on s'apercevait que les rapports de force qui étaient les plus favorables aux Ukrainiens étaient dans la région de Koursk. Mais ils n'ont pas attaqué à Koursk. Et pourquoi ils n'ont pas attaqué à Koursk? Pour une raison très très simple, c'est que le terrain ne s'y prête pas. Le terrain ne se prête pas à des grandes opérations mécanisées. C'est un terrain d'infanterie qui se prête à des opérations d'infanterie, en fait, des incursions d'infanterie, mais pas à des incursions mécanisées. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont tournés vers Zaporozhye et ont essayé de faire ces grandes opérations avec le matériel, les chars qu'ils venaient de recevoir des Américains et des Allemands notamment. Enfin, pas seulement. Les Abrams et autres. Exactement. Non. Et les Léopard 2, et voilà. Ils avaient reçu de l'Europe. Donc, ils se sont allés à Zaporozhye, ils se sont cassés la figure à Zaporozhye, et maintenant, en réalité, ils font plus ou moins ce qu'ils avaient déjà eu à l'esprit de faire, c'est-à-dire attaquer la région de Koursk. Avec une autre idée, cependant, et d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre à l'époque-là, donc il y a presque une année. J'avais écrit si les Ukrainiens attaquent là, c'est plutôt pour tenter de déstabiliser la Russie que d'avoir un succès militaire, en réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez, si on a lu ou écouté, ce que d'ailleurs nos médias ont dit, mais les commentateurs ont peu relevé, que Zelensky avait dit que l'objectif stratégique pour l'Ukraine, c'est de porter la guerre sur le territoire russe. C'est ça, et il le dit depuis le début de cette année, en fait. Et c'est donc ce qu'il a fait, de différentes manières, des actes terroristes d'ailleurs. Il y a eu des attaques contre des radars, des stations radars ukrainiennes. Il y a eu différentes attaques sur le sol russe. Et celle-là est la principale attaque substantielle, si vous voulez. Déstabiliser un peu le front russe. Alors l'idée, c'est pas vraiment déstabiliser le front russe. L'idée est d'ailleurs stratégiquement, c'est pas complètement idiot, sauf que ça se passe à un mauvais moment et avec des mauvais moyens. Mais l'idée générale n'est pas mauvaise, c'est de dire, si on amène la guerre sur le territoire russe, ça va déstabiliser le pouvoir politique de Poutine. Oui, parce que si on n'a pas l'argent et les moyens. Alors voilà, et c'est là qu'est le problème, parce qu'il faut une adéquation entre l'idée stratégique et les moyens qu'on met en œuvre. Et c'est là où les Ukrainiens ont finalement frotté, si j'ose dire. Parce que l'idée à la base, elle n'est pas mauvaise, mais voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire.
Et vouloir, c'est le problème qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Vous pouvez pas faire une guerre d'attrition avec la Russie si vous avez moins de moyens que la Russie. Ben oui, c'est ça. Voilà, la Russie a les moyens de se payer une guerre d'attrition. Là, c'est pas le cas. Exactement. Et alors, comment expliquer justement, Jacques Beau, en même temps, c'est très intéressant. On voit très bien ce qui se passe et qui se passe au niveau du Donbass. Enfin, on peut dire, hein, sans être taxé de prendre parti ou de choisir un camp, que pour le moment, la situation est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens. Ah, très clairement. Et ça, pour des raisons tout simplement arithmétiques. C'est-à-dire que pour attaquer à Koursk, les Ukrainiens n'avaient pas assez de moyens. Donc, d'une part, ils ont dû retirer des moyens dans les zones de combat principales. Car si on regarde le taux de perte qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire ukrainien, on s'aperçoit que les pertes sont dans le secteur du Donbass. C'est-à-dire que c'est là que se déroulent les combats. C'est ça. Ouais, encore et toujours. Par conséquent, ouvrir un autre front, si j'ose dire, il fallait prélever des troupes sur la zone des combats principaux pour les mettre sur un terrain secondaire. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dilué leurs forces ce faisant. Et ils ont dilué d'une autre manière, parce qu'ils ont étendu la ligne de front qui était d'environ 900 km, ils l'ont étendue de 150 km. Donc ils ont étendu leur ligne logistique, leur structure de conduite, etc. Ils ont un peu dégarni le Donbass. Ils ont dégarni le Donbass pour faire l'offensive à Koursk. Une offensive qui n'a pas de synergie avec les autres. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez que c'est très distant des opérations principales. Du point de vue de la stratégie, c'est un peu... Voilà, du point de vue de l'art opératif, je dirais, c'est très mauvais. Oui, voilà. Je comprends. Et donc, il était pratiquement automatique que les Ukrainiens aillent dans un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que les Ukrainiens sont en train de retirer les troupes de Koursk pour les remettre dans le Donbass. Ouais, alors justement, on va faire peut-être un peu de géopolitique, mais enfin encore qu'on est dans la stratégie. En même temps que tout cela, ce que vous décrivez, Jacques Beau, on voit que l'OTAN va de plus en plus martialement, la priorité absolue est à l'Ukraine, nous allons continuer, nous allons fournir. Est-ce que, par rapport à la ligne rouge que s'étaient donnée les Américains, évidemment, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'OTAN, et puis tous les autres, est-ce que des lignes rouges ont été franchies sur le plan de la fourniture d'armement? Je ne parle pas de l'argent, etc. Et d'où vient? Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte, parce que comme vous, comme d'autres, que la situation n'est pas aussi favorable, que les discours martiaux sont de plus en plus martelés? Alors oui, et d'ailleurs, vous avez cité mon livre « L'art de la guerre russe ». Là-dedans, il y a une description très factuelle de toutes les lignes rouges qui ont été franchies par les Occidentaux. Au départ, ils ne voulaient pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas fournir de missiles. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas fournir de chars. Ils l'ont fait. Bref, c'est eux qui ont défini ces lignes rouges. Ce n'est pas les Russes. Les Russes, finalement, n'ont défini qu'une seule. Et encore, ils ne l'ont pas défini très nettement, mais... dans le discours, on peut le subodorer, c'est le fait d'attaquer dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchies. On va continuer à en parler avec Jacques Beau après cette pause. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Parce qu'on a l'impression effectivement qu'on est là dans une espèce de, je ne sais pas comment dire, de karma, de destin implacable. Et nous, on est là, on regarde, on témoigne, mais jusque à quand? Et Jacques Beau aussi, et nous sommes tous aussi dans tous nos états depuis cette guerre et depuis d'autres choses. Alors, on était en train de parler de l'attitude de l'Amérique, de l'OTAN, de l'Europe. Jacques Beau, on voudrait savoir, parce qu'on entend, encore une fois, on a commencé à parler de ces bruits de bottes de ces attitudes, de ces effets de manche, qui ne sont pas seulement des effets de manche. Au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, vous rencontrez beaucoup de gens, m'avez dit d'ailleurs, en parenthèses, que vous avez parlé il n'y a pas si longtemps avec Robert Kennedy Jr., qui, comme on le sait, a rejoint Trump. Mais aujourd'hui, est-ce que, non pas peut-être dit ouvertement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude de l'Occident, en général, de l'OTAN et de l'Amérique en particulier, vis-à-vis de la guerre? C'est-à-dire que l'OTAN aujourd'hui est assis entre deux chaises, si j'ose dire. D'une part, il est assis entre le narratif qu'il a eu jusqu'à maintenant, et c'est ce qui explique les déclarations enflammées de l'OTAN, etc. Et puis la réalité. Et la réalité est que, malgré toutes les promesses, parce que je vous rappelle qu'en mars 2022,
pour faire renoncer à Zelensky de signer l'accord avec la Russie, on lui a promis une aide jusque nécessaire, n'est-ce pas ? Et en fait, parce qu'on avait à l'époque l'idée que on pourrait vaincre la Russie très rapidement grâce aux sanctions. On est toujours dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas marché et que cette guerre traîne en longueur et que les capacités de l'OTAN ne suffisent pas à répondre à la situation. Donc on fait des tas de promesses à l'Ukraine et les Ukrainiens s'en aperçoivent aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout récemment, les Ukrainiens ont demandé des nouveaux missiles ATACMS pour attaquer dans la profondeur du territoire russe. Les Américains ont dit, on n'en a tout simplement plus, parce qu'ils sont plus fabriqués. Ils sont tout simplement plus fabriqués. Ils ne peuvent pas les fournir parce qu'ils sont plus fabriqués. Il y a beaucoup de systèmes d'armes extrêmement complexes qui ne parviennent pas. Pour les missiles patriotes, par exemple, Zelensky, au début de cette année, enfin au printemps de cette année, a demandé 25 unités, c'est-à-dire, grosso modo, ça représente quelque chose comme 600 missiles. Eh bien, l'OTAN n'était pas en mesure de les fournir. Ils ont dû racler les fonds de tiroir. Lorsque le président tchèque, Pavel, a fait cette initiative de fournir à la fin mars ou fin avril de cette année, lui fournir 1 million d'obus pour l'Ukraine, n'est-ce pas ? Ils sont finalement, en raclant les fonds de tiroir, à avoir 300 000, en raclant dans le monde entier, 300 000, et encore, beaucoup de ces obus étaient totalement inopérants parce qu'ils avaient été mal stockés pendant des années. Donc l'OTAN n'a plus les capacités. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Puis ensuite, il y a un problème structurel. L'OTAN ne peut pas s'engager. Pour ça, quand on dit l'OTAN, j'ai dit, soyez prudents avec cette expression. Pourquoi il ne peut pas s'engager ? Parce que l'alliance n'est pas impliquée. Et si l'alliance était impliquée, ça aurait des conséquences beaucoup plus grandes. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, ont fait des accords de défense bilatéraux avec l'Ukraine. Et finalement, s'il y a une aide fournie à l'Ukraine, elle se fait dans le cadre de ces accords bilatéraux et non pas dans le cadre de l'OTAN. Et c'est ça qui est très les L'OTAN n'a pas un accord, il n'y a pas un accord OTAN-Ukraine. Non, voilà, exactement. Et l'OTAN, et les États-Unis d'ailleurs s'y refuseraient, parce que ça engagerait l'Alliance Atlantique, ce fameux article 5, et probablement la capacité nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, et ce qui montre d'ailleurs les limites de l'OTAN, puisqu'il a fallu faire des accords bilatéraux pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Ça, et surtout que nous, on dit toujours la France n'est pas en guerre avec la Russie. Voilà, alors mais on a quand même un accord de sécurité avec les... Et puis, il y a un autre phénomène que j'ai vu l'autre jour d'ailleurs, qui m'a frappé parce que c'est totalement nouveau. C'est dans la presse ukrainienne, un article qui dit la guerre avec la Russie, Poutine a raison sur un point, c'est que la guerre avec la Russie n'est pas simplement une guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre de l'Ouest et de la Russie, et non pas une guerre pour l'Ukraine. Intéressant, oui, bien sûr. Et donc, on le sait aujourd'hui. Et c'est dans le Kiev Post. Donc, dans le Kiev Post, voilà, exactement. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens réalisent ce qu'ils ont pu réaliser. La guerre par procuration sur leur dos. Ils ont été l'objet d'une guerre par procuration, et qu'aujourd'hui, qui se trouve face à une défaite qui pointe le bout de son nez, eh bien, que c'est eux qui sont les dindons de la farce en réalité. Avec 500 000 morts pour rien, on peut le dire. Avec 500 000 morts pour rien, et puis une économie qui est détruite ou qui fonctionne plus. Et donc, on a vraiment une situation qui est catastrophique pour l'Ukraine, et que les Occidentaux, notamment les Européens, parce que les Américains s'en sont aperçus déjà à la fin 2022. Mais les Européens commencent vraiment à s'en apercevoir. Non, les Européens commencent pas à s'en apercevoir. Les Européens continuent parce qu'ils sont pris dans leur narratif. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, et peut-être ça explique, par exemple, la démission de Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a eu lieu hier. Donc ça montre que probablement il y a quelque chose qui est en train de bouger en Ukraine, et qu'on commence à s'apercevoir maintenant que la température monte, si vous me passez l'expression, non pas sur le champ de bataille parce qu'elle a toujours été haute, mais à Kiev même, probablement qu'aujourd'hui les Ukrainiens commencent à se dire, mais est-ce que vraiment nos alliés sont vraiment nos alliés ? C'est ça, est-ce qu'il ne faut pas arrêter les frais ? Merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements.